Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis vraiment ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Tout d'abord, je vous dois quelques excuses, celle de m'être absenté de cette chaîne pendant très longtemps. J'en suis vraiment désolé, mais comme vous le savez peut-être, mon frère jumeau Tom Lévesque et moi-même avons publié en décembre 2020 Enquête d'un grand peut-être, guide de littérature ado, qui a eu son petit succès, je dois dire, et on en est vraiment hyper heureux. Donc si vous y avez contribué d'une manière ou d'une autre, ne serait-ce qu'en regardant cette chaîne YouTube, en fait, merci infiniment. C'est une aventure de dingue que l'on vit et qu'on continue de vivre et qui nous a demandé énormément de travail ces derniers mois, que ce soit pour la promotion du livre, la presse, les réseaux sociaux, les quelques rencontres qu'on a déjà faites, que ce soit pour mettre à plat toute l'activité, parce que avant c'était moi qui envoyais depuis mon sous-sol tous les bouquins directement au libraire en autodistribution. Maintenant on a un distributeur, que ce soit comptablement, administrativement et tout. Enfin voilà, il y a énormément de taf depuis tous ces livres qui se vendent comme des petits pains, donc ça nous fait évidemment super plaisir, mais ça nous demande aussi beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Donc j'ai dû mettre un peu des choses de côté malgré moi, parce que ça fait quand même un certain temps que l'envie de revenir par ici me trotte dans la tête. J'avais même fait des stories il y a quelques semaines en disant que j'allais bientôt revenir, et évidemment je ne suis pas revenu tout de suite, mais voilà, me voilà. Au sujet du livre, il y a encore plein de trucs super chouettes qui arrivent, à commencer par une tournée de dédicaces qu'on organise avec Tom depuis des mois et des mois, en fait depuis 2020, mais les circonstances sanitaires font qu'on a dû décaler et redécaler. Ça nous fait vraiment super plaisir, donc n'hésitez pas à venir. Et du côté de la chaîne YouTube, je vais essayer de reprendre une activité régulière. Alors je promets rien, je promets surtout pas de durée. Ce sera en tout cas certainement pas toutes les semaines, ça je peux vous le dire. Je vais essayer toutes les 2 semaines. Et il y a aussi des petits projets vidéo qui arrivent, notamment un assez chouette en octobre. Je vous en reparlerai d'ici là, mais du coup n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à activer la cloche, à mettre un like, tout ça. Tous ces trucs qui font que je vais remonter un peu dans l'algorithme YouTube, puisque là je pense que Google il m'a un peu oublié et il m'a déjà dit ciao. Sauf que moi, pas ciao. Pour mon retour sur cette chaîne aujourd'hui, je me suis dit que le plus simple ce serait de revenir avec une sorte de point lecture, et je vais donc vous parler de mes lectures de l'été 2021, parce que pour moi, qui dit vacances dit lecture sur la plage, qui dit lecture sur la plage dit on s'enfile les bouquins sans même les compter. Donc j'ai lu pas mal de trucs, y compris des lectures que je devais faire pour essayer de trouver des livres que j'allais chroniquer dans Je Bouquine, parce que si vous ne le saviez pas, Tom et moi avons également une chronique mensuelle dans Je Bouquine, donc il faut lire pour ça. Donc il y a un peu de tout ça, il y a aussi quelques petites lectures de la rentrée littéraire qui se sont glissés là-dedans et dont je vais vous parler. Globalement, je trouve que j'ai eu un franchement bon été de lecture. Je sais pas vous, n'hésitez pas à me dire combien de livres vous avez lus, si ça a été des bonnes lectures et quels sont ceux que vous allez retenir pour 2021. Mais moi, je trouve que j'ai eu un bon été de lecture. Globalement, en ce moment, je lis des trucs plutôt chouettes, qui sont pas forcément incroyables, mais qui me marquent quand même d'une manière ou d'une autre. Et il y a aussi des petits coups de cœur dans le lot. Allez, on commence sans plus tarder, bon, de façon pas hyper positive, mais avec un livre que j'ai lu justement assez rapidement dans mes recherches de coup de cœur pour Je Bouquine. C'est Lâche-moi aux éditions Magnard, si je me trompe pas. Alors je l'ai pas là parce que je l'ai lu en PDF, donc je vous glisserai la couverture genre ici par exemple. C'est un tout petit livre, vraiment très court, donc qui se lit très rapidement. Si vous voulez une petite lecture chouette, rapide, un peu choc et sur des sujets importants, vous pouvez vous tourner vers ce livre. Moi, il m'a pas énormément marqué. Pour vous faire court, parce que je veux pas trop m'étendre dessus, mais c'est une histoire réaliste qui se passe au collège si je me trompe pas. Une histoire d'amitié et de haine. Il y a en fait un peu les relations au collège. Il y a les gens qu'on n'aime pas, il y a les gens qu'on aime et tout. De ce point de vue là, je l'ai trouvé assez juste sur les relations qu'il y a entre les personnages. Et il va être beaucoup question dans ce roman de consentement. Donc pour toutes ces raisons, le fait qu'il soit très réaliste, qu'il soit bien incarné, qu'il parle de sujets importants, je l'ai trouvé intéressant. Par contre, j'ai trouvé la plume peut-être un brin caricatural pour imiter le ton collégien du personnage principal, et surtout j'ai trouvé qu'il arrivait un peu avec ses gros sabots quoi. C'est on va faire un roman qui parle de consentement, donc on y va dans la démonstration, dans l'explication, et du coup je l'ai trouvé un peu démonstratif. C'était clairement pas le coup de cœur et clairement j'irais pas l'acheter pour l'avoir dans ma bibliothèque. J'ai ensuite enchaîné avec une autre lecture qui était à la base pour Je Bouquine, avant que je me rende compte que c'était clairement pas la cible et que c'était
clairement trop haut en âge pour Je Bouquine, mais je l'ai quand même dévoré. C'est Et dans nos cœurs, un incendie. Je vous mets aussi la couve là parce que du coup je ne l'ai pas non plus, de Elodie Chan. C'est un premier roman qui vient de paraître aux éditions Sarbacane dans leur super collection Exprime. Et c'est encore une fois une histoire réaliste qui se passe cette fois-ci au lycée. La rencontre entre un jeune garçon et une jeune fille, donc une jeune fille au caractère plutôt tempétueux, au caractère de feu, qui est en colère contre beaucoup de choses, la société, l'école, son beau-père, mais aussi sa mère, que malgré tout elle aime, et un jeune garçon qui vit en apparence dans une famille parfaite, avec une vie parfaite, mais qui est finalement très malheureux, qui souffre de ne pas avoir sur lui le regard et l'attention, notamment de son père, et qui veut au tout début du roman se suicider. Donc voilà, on est sur des thèmes pas hyper joyeux, mais importants aussi, et qui sont ici traités avec beaucoup de finesse. En fait, ce que j'ai adoré, c'est que c'est donc un roman réaliste du quotidien, où on va suivre à deux voix les quotidiens de ces deux personnages, qui se rencontrent, qui vivent une histoire ensemble, et j'ai trouvé ça vraiment très touchant. La plume est à la fois fluide, incarnée, elle donne toute la place pour que les personnages se développent, s'incarnent et nous touchent. Elle sert l'histoire, elle avance, elle narre une intrigue qui nous prend malgré tout, alors qu'il se passe finalement pas tant de choses que ça. Et en même temps, j'ai trouvé le style vraiment intéressant parce qu'il est poétique, il prend des libertés, il n'est pas tout le temps juste de la prose linéaire, mais il va un peu dans la poésie, il va un peu dans d'autres formes. J'ai trouvé que voilà, la plume était très inventive sans que ce ne soit lourd ou démonstratif justement, mais que c'était vraiment, l'ensemble était très fluide, très équilibré et très fort en émotion. Et du côté des émotions, justement, comme je vous le disais, il se passe pas grand chose, même s'il y a quand même des événements, des rebondissements, des actions qui font qu'on est pris dans une histoire et qui font qu'on va ressentir un certain cocktail d'émotions parce qu'il y a quand même plein de choses qui nous arrivent dans la figure. Mais encore une fois, dans l'équilibre, dans la retenue, dans la pudeur presque, et le tout avec vraiment beaucoup de subtilité. Je pense que c'est une autrice qu'il faut suivre, qui devrait nous émouvoir avec de belles histoires, donc j'invite vraiment à aller découvrir ce premier roman. Ensuite j'ai lu, et c'est justement le roman dont j'ai parlé dans le dernier numéro de Je Bouquine qui vient de paraître pour le mois d'octobre ou de septembre, je ne sais plus parce qu'il y a quand même 3 mois d'avance pour écrire la chronique, donc c'est ça qui rend les choses un peu parfois compliquées, y compris dans ma tête. C'est donc La Gueule du Loup de Éric Pessan aux éditions L'École des Loisirs dans leur collection Medium, qui se passe pendant le premier confinement. On suit une famille qui va se confiner à la campagne, une famille parisienne, non peut-être pas parisienne, mais en tout cas citadine, qui va se confiner à la campagne dans la maison des grands-parents du personnage principal, donc elle n'a jamais connu, mais on comprend qu'il y a une histoire un peu compliquée entre ses grands-parents et sa mère, des choses qui sont tues, des choses qui sont non dites, et donc il se retrouve dans cette grande maison un peu abandonnée, un peu effrayante. On imagine facilement une espèce de vieux manoir à la campagne qui fait un peu peur, même s'il est grand et majestueux. Et donc la personnage principale se retrouve dans cette maison avec sa mère et son petit frère, le père est soignant, et ils vont se confiner tous les trois. On suit d'abord leur quotidien de confinement, et j'ai trouvé ça vraiment chouette en fait pour s'identifier au personnage. Je me dis qu'en tant qu'ado en 2021, du coup on s'identifie très facilement à cette situation vu que le confinement on l'a vécu il y a pas longtemps, et j'aime bien quand les romans s'ancrent comme ça dans le réel sans que ce soit non plus un sujet en mode on va parler du confinement, venez acheter le bouquin. C'est un décor, c'est un cadre, ça j'ai trouvé ça chouette, et ça va être le cadre d'une histoire qui flirte entre le fantastique et le sombre secret de famille. On sait pas trop, on avance dans cette histoire mystérieuse qui devient de plus en plus angoissante. Je peux pas trop vous en dire justement pour pas vous révéler l'intrigue et tous les tenants et les aboutissants de celle-ci, mais c'est un roman qui met une sacrée claque, qui encore une fois aborde des sujets importants et avec une certaine subtilité. En tout cas, j'ai trouvé que même si l'auteur utilise ce sujet comme un plot twist, ce qui pourrait être malsain dans le sens où quand les auteurs utilisent un sujet pour faire quelque chose de sensationnel, c'est parfois dérangeant. Ici, c'est vraiment la bonne manière de l'aborder parce que c'est un roman qui permet de parler de non-dits, de silence, aussi des effets psychologiques que ces non-dits et ces silences peuvent avoir sur la famille dans son entièreté, sur tout ce que ça crée dans notre imaginaire, dans nos émotions. Donc sur tout ça, je l'ai trouvé vraiment très fort. C'est un roman assez court finalement, je sais pas si vous voyez mais j'ai corné pas mal de pages parce que l'écriture est vraiment ciselée avec finesse. On sent que tout est taillé exactement comme il le faut pour que l'émotion arrive au lecteur, et pour ça je l'ai trouvé vraiment très efficace et vraiment très fort. Encore l'École des Loisirs avec Londinium aux éditions de l'École des Loisirs, toujours dans leur collection
Médium, qui est le nouveau roman d'Agnès Mathieu Daudet, que moi je n'avais jamais lu, mais qui a déjà écrit à l'école des loisirs, plutôt pour les plus jeunes. Ici on est vraiment sur un roman jeunesse-ado, parce qu'il y a quand même pas mal de thématiques qui s'entremêlent les unes aux autres et qui peuvent être un peu complexes. Et on est dans un Londres futuriste, un peu dystopique. Donc Londres est sous un dôme. Le premier tome s'appelle Un lapin sous le dôme. Et les humains et les animaux cohabitent ensemble. Sauf que les animaux peuvent parler et les humains n'ont plus le droit de les tuer, de les braconner et de les manger. Alors ça c'est juste à Londres, on comprend qu'il y a des villes donc comme Paris où c'est en train d'évoluer et d'autres villes où c'est encore les animaux qui sont soumis aux hommes. Mais voilà, on est sur quelque chose d'un peu fantastique, d'un peu futuriste, d'un peu dystopique et on suit le personnage d'Arsène qui est un lapin détective. On imagine facilement un lapin dans une tenue de Sherlock Holmes mais dans un monde mi-futuriste, mi-Londres, comment on dit, victorien. La petite enquête de laquelle il part, la disparition d'une loutre, si je n'ai pas oublié, va le mener dans une affaire beaucoup plus importante qui gangrène absolument toute la ville et qui mêle des questions politiques à des questions animalistes, vu qu'il est question de ne plus manger d'animaux, à des questions sociétales. Enfin vraiment tout ça s'imbrique de manière très astucieuse. C'est presque on pourrait presque s'y perdre de temps en temps, mais l'autrice arrive quand même à rester sur le fil parfait pour qu'on comprenne où elle va et où va cette enquête et tous les enjeux qu'elle soulève. Et j'ai passé un super moment de lecture. Encore une fois, le roman est assez court et il se dévore, mais il est vraiment très dense. En fait, mes souvenirs font que j'ai l'impression que c'est un très gros roman, alors que non, il est assez fin, mais il y a tellement de choses qui sont abordées dedans. Les personnages sont tellement bien développés psychologiquement et on a tellement finalement une image riche de Londinium et de son univers à la fin que j'ai eu l'impression de lire un roman beaucoup plus long que ce qu'il est et c'est très positif. Que vous soyez adepte de dystopie, de fantastique, de Londres, de toutes les questions animalistes, tout ça est mêlé dans ce roman qui est un cocktail explosif et je vous recommande vraiment de le lire. En plus, il se finit sur une sacrée fin qui annonce vraiment le début d'une saga policière assez forte et du coup j'ai hâte de découvrir la suite. Ouh, je suis un peu rouillé moi, ça faisait longtemps que j'avais pas parlé de livres en vidéo. J'espère que ça va. Vous me suivez? Ok. Est-ce que déjà dans ces livres-là, il y en a un qui vous tente? Bah accrochez-vous parce que la suite c'est du lourd aussi. J'ai ensuite lu Sur la plage Nos jours brûlés, le premier roman dystopique, parce qu'elle a déjà écrit des romans, de Laura Nsafou, que vous connaissez peut-être pour être l'autrice de Comme un million de papillons noirs chez Cambourakis, ou sous le pseudo Mrs. Roots, j'espère que je dis pas de bêtises, sur les réseaux sociaux. C'est une autrice qui milite à la fois sur les réseaux sociaux et dans ses livres pour une meilleure représentativité, que ce soit en termes de féminisme, mais aussi en termes de diversité. Son premier album, je crois que c'est le premier, Comme un million de papillons noirs, aborde justement la question d'une petite fille qui n'assume pas sa coiffure afro et qui va en parler à sa mère, qui va l'aider à aimer sa coiffure et en fait son identité. Et elle va d'une certaine manière continuer à militer avec ce premier roman ado fantastique Nos jours brûlés, qui est vraiment un super roman ado pour tous ceux qui aiment la fantasy ou pour tous ceux qui seraient intéressés par les sujets qu'elle aborde. On est dans un univers futuriste et encore une fois plutôt dystopique, mais qui tient vraiment de l'ordre de la fantaisie également. Je vous explique, on est en fait dans un monde où le soleil a disparu, il fait nuit tout le temps, et ça a donc des conséquences sur le climat, sur la vie des hommes, sur le marché de la lumière, enfin sur plein d'aspects de la société et de la nature. Et on va suivre le personnage, comment il s'appelle? Alors moi vous savez, j'oublie tout le temps les prénoms, de Elikia et de sa mère qui sont lancés dans une quête dans le monde sur les traces de leur grand-père qui lui-même faisait des recherches pour savoir comment le soleil avait disparu et elles suivent le carnet de ce grand-père qui lance différentes pistes, même si en fait ces pistes sont assez maigres. Je le résume assez mal, je vous invite à aller lire le résumé, je mettrai peut-être un lien en barre d'infos, mais en fait je voulais vous en parler notamment parce que c'est un univers de fantasy vraiment original, unique, j'avais jamais lu ça en littérature ado. En fait l'autrice s'inspire de mythes et de légendes, mais aussi de croyances et de cultures africaine, et ça donne un univers totalement neuf en littérature ado, parce que finalement on a des univers de fantasy qui sont souvent très européens, en tout cas qui sont vraiment toujours plus ou moins dans les mêmes codes, et là on découvre
plein de choses. Donc elle a été piochée dans plein de mythologies ou dans plein de croyances différentes pour pour écrire ce roman. Mais du coup, il y a des créatures, des mondes, des fonctionnements de magie qu'on n'avait jamais vus. Et moi, j'ai vraiment adoré découvrir cet univers. Bon, je vous cacherai pas que j'ai trouvé quand même quelques faiblesses narratives à ce roman. Il est parfois un peu lourd, il est parfois très explicatif. L'autrice passe beaucoup par des dialogues et par des descriptions pour nous expliquer les codes de cet univers, et je pense qu'elle aurait pu vachement gagner en fluidité dans ses explications en essayant de nous faire découvrir les choses petit à petit. Alors c'est vrai que comme on n'a pas de code propre à nos croyances et à nos mythologies pour comprendre son univers, peut-être que c'est aussi ça qui explique la difficulté parfois d'entrer dans cet univers, et finalement c'est bien que ce roman existe justement pour nous donner envie d'aller découvrir ces croyances différentes. Mais quand même, je pense que pour un auteur de fantasy, le challenge est justement de réussir à nous faire rentrer facilement dans un univers, et je trouvais que c'était un peu difficile d'entrer dans celui-là. Cependant, c'est la première fois que l'autrice écrit un roman de fantasy, et je trouve déjà que le rythme est hyper bien tenu, qu'on a du mal à le lâcher. Moi, j'ai lu vraiment le roman très rapidement, qu'on s'attache au personnage principal. On a notamment un duo de personnages, donc cette jeune fille et un jeune homme, me demandez pas son nom, j'ai oublié, moi j'oublie tout le temps les prénoms, qui sont tous les deux très attachants à leur manière, même s'ils sont aussi tous les deux très énervants. Et encore une fois, l'univers est vraiment incroyable. Et surtout, ce premier tome se finit sur une espèce de cliffhanger monumental qui fait que j'ai juste hâte de lire la suite qui sort dans un an. Et rien que pour ça, je vous recommande de plonger dans ce livre. Du coup, je pense que c'est un... Enfin, c'est pas je pense, c'est que c'est un premier tome. Donc, à la limite, là, il vient de sortir. Attendez 1 ou 2 mois. Ensuite, jetez-vous dessus. Et après, il faudra attendre un peu moins longtemps pour avoir la suite, parce que moi, je l'ai lu en août et là, je trépigne déjà. En tout cas, c'est clairement une autrice à suivre. J'espère qu'elle va continuer à faire de chouettes choses en littérature ado. Moi, je guette. Ensuite, j'ai lu toujours lorsque j'étais en vacances à la plage, ce qui était absolument incroyable et ce qui me manque déjà beaucoup, Biberon, Vodka et Déambulateur, qui est le tome 2, même si les livres peuvent se lire indépendamment, de la série de romans qu'a commencé Céline Olinsky, que vous connaissez peut-être sur YouTube sous le pseudo de Céline H, qui est une femme vraiment hyper drôle. J'adore sa chaîne YouTube, n'hésitez pas à aller la suivre, et qui est toujours aussi drôle dans ses romans. J'avais lu le premier tome pendant le premier confinement et ça m'avait vraiment apporté une bouffée d'air frais, une bulle de respiration dans cette période compliquée. Et celui-ci, alors c'est clairement pas le roman qui va marquer ma vie, ni même peut-être mon année 2021. C'est une comédie romantique qui reprend des codes déjà existants qu'on connaît par exemple dans le cinéma de la comédie romantique, et le roman est assez attendu dans les grandes lignes de son déroulement. Mais il s'est passé un truc assez fou avec celui-là, c'est que je suis arrivé sur la plage, j'ai ouvert le livre, je l'ai commencé, et je ne l'ai pas refermé, sauf peut-être pour boire 1 ou 2 gorgées d'eau, avant de l'avoir fini. Et ça, je sais pas si ça m'était déjà arrivé une fois. Alors c'est sûr qu'il est pas énorme, il fait 300 pages, écrit assez gros, donc forcément ça se lit vite, mais quand même j'étais tellement pris dans l'histoire, et j'étais tellement content de retrouver les personnages que j'avais laissés dans le premier tome, que j'ai vraiment dévoré le bouquin. Le rythme est hyper soutenu, les péripéties s'enchaînent à vitesse grand V, avec beaucoup d'énergie, avec beaucoup de légèreté, avec beaucoup de lumière. L'autrice est toujours aussi drôle, et on a envie de l'entendre raconter cette histoire en fait, parce qu'on entend presque sa voix quand elle raconte des anecdotes dans ses vidéos. On l'entend presque nous raconter ce roman avec une certaine verve, avec des personnages hauts en couleur. Donc voilà, j'ai passé un excellent moment de lecture. Pour la plage, si vous voulez vous emporter les 2 tomes l'année prochaine, c'est vraiment parfait. Et moi je suis content de l'avoir lu parce que ça me dépaysait un peu de ce que je dis d'habitude, et c'était un vrai moment drôle et confort. Coucou, je fais le youtubeur qui a mal géré sa vidéo, c'est le Nathan du montage. C'est pour vous dire que je vais couper la vidéo en 2, donc il fallait que je fasse une petite outro pour réparer cette erreur. Mais voilà, pour vous dire que la vidéo est trop longue je pense, donc je préfère la séparer en 2 parties, comme ça vous aurez 2 vidéos, 2 fois plus de plaisir. Et en attendant, on se retrouve dimanche pour une super vidéo, c'est le projet dont je vous parle au début de la vidéo. J'ai pris un peu de retard dans mon planning. Allez, salut tout le monde!